Première définition d'un cristal, c'est un minéral qui apparaît avec des parties plates, comme s'il avait été limé, taillé par un artisan, ce qu'on appelle des faces, ces faces plates, disposées géométriquement. Certaines sont à 90 degrés, d'autres à 120 degrés. Et lorsqu'on mesure les angles, c'est exactement 90 degrés, exactement 120 degrés. Donc voilà la première manifestation du cristal. Ce terme, au départ, n'a pas été utilisé pour ce que je viens de vous dire, il a été utilisé pour les minéraux qui sont dans cette vitrine, qui sont ce qu'on appelle le cristal de roche, c'est-à-dire du quartz transparent. Si on veut remonter encore plus loin dans l'étymologie, cristal a la même racine que cryogénie, c'est-à-dire cryos, le froid. Le cristal de roche, donc ce quartz incolore et transparent, ressemble à de la glace, et les philosophes grecs antiques pensaient que c'était une glace qui avait subi un froid tellement important qu'elle ne pouvait plus se retransformer en eau. Un cristal, c'est un empilement dans 3 directions de l'espace de petites unités qu'on appelle des mailles cristallines, qui sont des petits parallépipèdes de différentes formes géométriques, qui contiennent des atomes ou des molécules. Tout a commencé au XVIIe et XVIIIe siècle par les naturalistes qui, par des observations à l'œil nu, se sont rendus compte que des angles entre certaines faces des cristaux étaient constants. Romée de Lille en a déduit une loi de constance des angles. Une année après, René-Juste Haüy a émis l'hypothèse que les cristaux étaient constitués de parties insécables qu'on appelait des molécules intégrantes qui permettaient de reconstruire un cristal à l'infini. Et c'est à l'aide d'une expérience ratée, si on peut dire, qu'il a découvert ça, en faisant tomber un bout de calcite par terre, il s'est rendu compte que la face de cassure avait exactement le même aspect que la face du cristal initial, et c'est là il en a déduit qu'on pouvait retrouver une symétrie tout le long et à différentes échelles du cristal. Les choses s'accélèrent au XIXe siècle avec la découverte par Bravais en 1850, à l'aide d'observations et surtout de raisonnements, qu'on pouvait classer tous les cristaux dans 14 familles qu'on appelle les 14 réseaux de Bravais. Quelques années plus tard, d'autres savants européens sont allés plus loin et ont développé ce qu'on appelle la théorie des groupes. Et cette théorie des groupes permet de définir 230 groupes de symétrie dans lesquels tous les cristaux peuvent se ranger. Et ce qui est fabuleux avec cette théorie, c'est que tous les cristaux qu'on peut trouver sur Terre, mais aussi qui viennent de l'espace, se rangent dans l'un de ces groupes de symétrie. Pour aller encore plus loin et pénétrer dans la matière, il faudra attendre la découverte des rayons X, faite par Wilhelm Röntgen en 1895. Rayons invisibles et énergétiques, dont la longueur d'onde est 1000 fois plus petite que celle de la lumière bleue. Ainsi, Max von Laue, en 1912, eut l'intuition que ces puissants rayons X pourraient être diffractés par le réseau d'un cristal. En effet, après les suggestions de Haüy, les clichés de diffraction confirmèrent la structure atomique et périodique des cristaux. Dans la foulée de Max von Laue, qui obtint le prix Nobel en 1914, les Bragg, père et fils, étudièrent et révélèrent la structure de nombreux cristaux. La cristallographie moderne était née, faisant entrer le XXe siècle dans une nouvelle ère scientifique par le dévoilement de la matière. La diffraction des rayons X est un phénomène physique naturel. En simplifiant, disons que lorsqu'un faisceau lumineux, représenté ici par un rayon laser, rencontre un obstacle de très petite taille, comme le réseau de mailles d'un tulle, on constate alors que chaque maille se comporte comme une source de lumière individuelle. Toutes ces nouvelles sources de lumière vont interférer pour former ainsi sur l'écran une figure de diffraction. La géométrie de cette figure de diffraction permet de remonter à la symétrie du réseau. C'est ce même phénomène qui se produit lorsqu'un rayon X pénètre dans un cristal et se heurte au réseau périodique de ses atomes.
Pour comprendre la structure des cristaux, on va utiliser en fait le phénomène de diffraction des rayons X. La longueur d'onde des rayons X est invisible à l'œil et elle est du même ordre de grandeur que la taille des atomes. Donc finalement, on retrouve ici le même principe que ce qu'on avait utilisé avec le laser, c'est-à-dire une longueur d'onde proche des dimensions de la trame. Le cube rouge représente ici un cristal unique, donc un cristal issu de la poudre que l'on vient d'analyser avec le diffractomètre. Donc le rayon X arrive sur le cristal par ici et le rayon qui ressort est donc un rayon diffracté. Il a été diffracté par un plan atomique et les tâches qui sont donc ici reçues par le détecteur, historiquement une plaque photosensible, correspondent donc au même plan atomique. Par rotation donc, du cristal ici, avec différents axes de rotation, on va pouvoir obtenir finalement l'ensemble des plans atomiques qui diffractent pour ce cristal.